Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement écouté hier le discours de ce monsieur-là, même si c'est partiellement, mais vous l'avez quand même écouté. Aussi, vous voulez bien, je crois qu'il y a des gens qui ont aussi lu à travers les médias en ligne quelques extraits de ces discours. Alors, du côté de la Russie, on considère tout simplement les déclarations de ce monsieur comme des menaces pour la Russie. Bon, je dois vous avouer que, étant quelqu'un qui donne de l'information et la décortique, j'ai pris le temps d'écouter ce monsieur. J'ai pris le temps de l'écouter de fond en comble. Et j'ai pris le temps de lire et de relire l'intégralité de son discours. Mais en réalité, je me pose bien une question. Et la question, elle est légitime. Monsieur Macron, il s'adressait à qui dans son discours? Il s'adressait à qui? Pas à la nation française. Parce que la nation française que je connais et que j'ai toujours connue, aujourd'hui, cette nation à 90% n'écoute plus Emmanuel Macron en ce qui concerne le sujet ukrainien. Je dirais même à 95% n'écoute plus Emmanuel Macron en ce qui concerne le sujet ukrainien. Parce que croyez-moi, la nation française, à 96 ou 97%, je peux même dire, elle est pour la paix en Ukraine. Elle n'est pas pour le fournissement d'armes à l'Ukraine. Elle n'est pas pour la menace nucléaire dite de gauche à droite, non. La nation française, dans sa majorité, elle veut la paix. Peu importe le prix, mais elle veut la paix. Peu importe ce qui sera fait, mais elle veut la paix en Ukraine. Et cette nation française d'ailleurs, elle sait que quand Emmanuel Macron dit que la France est menacée, la nation française sait que la France n'est pas menacée. Elle sait aussi que M. Vladimir Poutine n'a jamais menacé la France. Et elle sait aussi que ce qui se passe en Ukraine, ça ne se passera jamais en France. La nation française sait que la Russie sait qu'elle ne peut pas attaquer la France et qu'elle ne peut pas menacer la France. Ni militairement, ni économiquement ou quoi que ce soit. Et donc, c'est pourquoi je pose la question de savoir, quand Emmanuel Macron parle, il fait 13 minutes ou 12 minutes ou 14 minutes de discours, il le fait en s'adressant à qui? Parce que croyez-moi, quand les gens voient comme ça Emmanuel Macron à la télé, ils zappent, ils changent de chaîne. Ceux qui l'écoutent le plus souvent, ce sont des vieilles personnes. Et même parmi eux aussi, il y en a même qui l'écoutent en rigolant en fait. Ils se disent, bon, il a raconté des tralala, nous allons faire ci, nous allons faire ça, nous allons faire ce. Et puis, ça ne change absolument rien. Et ces mêmes vieilles personnes se posent la question de savoir, depuis le début de l'opération spéciale militaire russe en 2022, jusqu'à le jour, le mois de mars 2025, tout ce qui a été dit, nous allons faire ça, est-ce que ça a été fait? Rien n'a été fait. Ils sont toujours dans le discours, dans le futur. Nous allons faire ceci. J'ai instruit le ministre des Armées, j'ai instruit, n'est-ce pas, les industriels. Nous allons faire ceci en européen, nous allons faire ça, l'Europe des défenses. Ben, pendant que eux, ils se projettent toujours dans l'avenir, en n'ayant rien fait dans la pratique, la Russie, elle, c'est-à-dire dans le présent, elle travaille. Elle ne fait pas de discours du genre, je vais faire ça. Non. Et donc, quand Macron dit que des accords n'ont pas été respectés par la Russie, moi je me dis, qui est-ce qui a écrit cette partie de son discours? Les accords de Minsk. Je me dis, mais qui est-ce qui a écrit cette partie du discours d'Emmanuel Macron? Parce que François Hollande, son prédécesseur, avec Angela Merkel, nous ont avoué ici publiquement que le non-respect des accords et la non-application des accords de Minsk dans le dossier ukrainien a été fait sciemment par les Européens pour permettre à l'Ukraine de se réarmer. Publiquement. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. François Hollande et Angela Merkel, alors les hauts responsables de ces deux États à l'époque, président français et la chancelière allemande, ont déclaré ouvertement et publiquement qu'il n'a jamais été question de respecter les accords de Minsk par les Européens. Et que ce temps était juste
permettre à l'Ukraine de se réarmer. Qui alors réarmer l'Ukraine? Ce sont les Européens et les Américains. Alors que lui, il vient nous dire aujourd'hui que c'est la Russie qui n'a pas respecté les accords de Minsk. Je me pose bien la question, qui est-ce qui a écrit cette partie du discours d'Emmanuel Macron? Alors, quand il parle, n'est-ce pas, des armes nucléaires françaises. Bon, c'est vrai, à mon sens, c'est la première fois qu'il évoque les armes nucléaires françaises. Nous savons que la France est dotée des armes, de l'arme nucléaire. Peut-être que c'est près de 300 têtes ogives nucléaires. Mais ça ne représente rien. Ça ne représente absolument rien, hein, par rapport à ce que la Russie possède. La Russie a quelques 6000 ogives nucléaires. Donc, ce que la France possède et ce que la Grande-Bretagne possède, parce que la Grande-Bretagne, je crois aussi, c'est quelques 300 têtes nucléaires. Donc, vous faites le cumul des deux, ça ne va pas dépasser 600. Donc, on parle d'un pays. Là, vous parlez de nucléaire à un pays qui possède la plus grande, c'est-à-dire le plus grand nombre d'armes nucléaires dans le monde. La première puissance nucléaire au monde, ce sont les États, c'est la Russie, avec plus de 6000 et quelques. Et vous êtes, c'est-à-dire sur le continent européen, la Grande-Bretagne et la France ne font même pas je dirais même pas les 1 tiers. Parce que c'est juste 600, ça ne dépasse pas. Ils ont juste 600 têtes. Et donc, quand vous parlez d'armes nucléaires à la Russie, le monde vous regarde et le monde rigole. Et il dit que la France a l'armée la plus efficace sur le continent européen. Bon, je ne veux pas rire. Hein? Je ne veux pas rire. Quand Emmanuel Macron dit que la France a l'armée la plus efficace sur le continent européen, et en voyant ce qui a été fait tout dernièrement avec la formation française sur le territoire ukrainien, je me dis, l'Europe a vraiment droit à s'inquiéter. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a au moins, je crois bien, il y a au moins 2000 à 4000 soldats ukrainiens qui ont été formés en France, qu'on appelle la brigade Anne de Kiev. Hein? Et dans cette brigade, on nous informe que 1700 ont déserté. Ils sont allés, vu l'intensité des hostilités, ils ont fui. Et donc, pourtant, ce sont des gens qui ont reçu la formation française. Bon. Quand on dit que la France a l'armée la plus efficace du continent européen, ben, ça me fait énormément rire. Parce que l'armée la plus efficace du continent européen a eu tout le mal. A même été incapable de chasser les terreaux, de combattre les terreaux dans le nord du Mali. A été incapable de combattre les terreaux aux côtés du Burkina, aux côtés du Niger. A été incapable de combattre les terreaux aux côtés du Tchad. Alors, est-ce qu'on peut parler d'efficacité de cette armée-là? Moi, je dirais non. Aujourd'hui, je suis à mesure de dire que l'armée la plus efficace du continent européen, c'est l'armée ukrainienne. Parce que c'est elle qui est active aujourd'hui. C'est elle qui est active, c'est elle qui est confrontée à cette puissance démesurée de l'armée russe. Donc aujourd'hui, sur le continent européen, l'armée la plus efficace, c'est l'armée ukrainienne. C'est elle qui est active. Les autres armées, machin, qui se contentent des entraînements et de quelques missions dans les pays moins armés, moins équipés, moi je ne peux pas les considérer comme des armées très efficaces. Et donc, quand il dit nous allons faire tout pour avoir une paix durable, une paix juste en Ukraine, hein, et ne pas avoir une paix imposée qui est synonyme de capitulation de l'Ukraine, je me dis bien, ben, cette paix-là, vous allez l'avoir comment? Et ils disent que cette paix, ils vont l'avoir en armant l'Europe et en aidant davantage militairement l'Ukraine. Ça me fait rire. Et en même temps, le même pense et le même exhorte les États-Unis à rester à leur côté. Non. À partir du moment où vous voulez être souverain, à partir du moment où vous voulez montrer au monde entier que vous avez la capacité, n'est-ce pas, de bondir, vous avez la capacité de vous départir de ce qui est aide militaire américaine sur le continent européen, ne citez plus les États-Unis aux côtés de l'Europe. Si vous voulez une Europe de défense et une Europe indépendante militairement, ne citez plus, n'est-ce pas, le soutien américain aux côtés des Européens. Soyez européens et battez-vous pour la défense européenne. Débarrassez-vous de tout ce qui est armes américaines dans les pays européens. Débarrassez-vous de tout ce qui est base militaire américaine dans vos pays européens. Débarrassez-vous de tout ce qui est renseignement militaire américain dans vos pays européens, effectivement. Débarrassez-vous de tout ce qui est système de défense anti-aérien américain, système de défense anti-missile américain dans vos différents pays européens. Et puis, vous créez pour vous-même
vous les mettez, c'est-à-dire vous remplacez ce qui est américain par européen. Et après, vous venez nous faire un discours souverainiste. Parce que ce discours d'Emmanuel Macron, en fait, il voulait que ça a l'air d'un discours souverainiste. Qu'on dise, oui, voilà, il a tenu un bon discours, c'est un souverainiste, machin. Mais ce n'est que des discours. C'est ça la différence entre vous et les Russes. Les Russes, ils ne sont pas trop dans les discours. Et d'ailleurs, le Kremlin dit aujourd'hui que l'allocution d'Emmanuel Macron est synonyme tout simplement de continuation de guerre sur le territoire ukrainien. Et donc, le discours d'Emmanuel Macron a été perçu par les Russes comme une menace nucléaire, parce qu'il a parlé de nucléaire. Vous voyez un peu, mesdames et messieurs. Donc, mais puisque ça se limite juste à l'état de discours, après c'est le vent, ça va passer, c'est déjà même passé parce que ça s'est passé hier, ça ne représente absolument rien, ça n'a pas de poids, les Français ne l'ont même pas écouté, ils ne considèrent même pas, ils disent tout simplement, oh, c'est les mêmes blabla depuis 2 ans, depuis 3 ans, c'est les mêmes choses qu'ils disent, ça ne change rien, la Russie continue son opération spéciale, elle continue de conquérir du territoire, et puis voilà, les États-Unis... Bon, en fait, ces gens-là, ils ne se sont réveillés que quand les États-Unis ont décidé de suspendre leur aide militaire. Ils ne se sont réveillés que quand les États-Unis ont décidé de suspendre, n'est-ce pas, le partage d'informations et de renseignements au fait. Donc, ils comprennent aujourd'hui que si les États-Unis venaient à décider de se retirer même de l'OTAN, comme a demandé Elon Musk, le ministre de l'efficacité gouvernementale dans l'administration de M. Donald Trump, si les États-Unis venaient effectivement sortir de l'OTAN, ça va être un coup dur pour l'OTAN, pour les Européens même, parce que je ne dirais pas l'OTAN, un coup dur pour les Européens. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui même, ils sont à Bruxelles. Je vais revenir sur ça tout à l'heure et les différentes déclarations. Vous allez comprendre qu'en réalité, ils n'ont rien dans le torche au fait, mesdames et messieurs. Je vous donne rendez-vous tout